Mais aussi parce qu'ils connaissent pas Power Rangers. Oui, parce que Power Rangers, Power Rangers. Go Power Rangers. Épisode 52 de notre chaîne, je reçois Jean-Charles Matet, le champion d'Ultimate Fighting municipal, catégorie enfant de moins de 10 ans. Oui, Ils prennent cher. Sinon, je n'ai aucune chance. Ils prennent très cher. Les parents sont pas contents. Alors, j'ai triché sur l'application. On a menti, c'est pas du tout un top jeu de deck building. On va vous parler de deck building, mais c'est dans un ordre plutôt chronologique que de préférence. On essaie de gagner sur le référencement. Voilà, donc dans des épisodes passés, on a parlé du fait qu'il fallait pas acheter trop de jeux, en particulier s'il y avait que des twists. Donc là, on va vous parler d'une mécanique et de ces twists à travers différents jeux pour que vous ayez envie de tous les acheter. Exactement. Voilà, c'est le pouvoir de la contradiction. Exactement. Faut toujours. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un deck building? Bonne question. Bonne question. Alors, en gros, un deck building, on a des cartes. Pendant le jeu, on va acheter des cartes qui va nous construire un deck, une construction de pioche, en gros. Voilà. C'est qu'en fait, on a chacun une pioche de cartes. On va avoir, alors, deux sous-catégories de deck building. Des deck building où il y a un marché de cartes fixe qui est commun à tous les joueurs. Comme Dominion, par exemple. Comme Dominion. Et puis des rivières de cartes où en fait, à chaque fois qu'on achète une carte, on révèle une autre carte. Comme il y a du Imperium, par exemple. Ouais, c'est pas le premier qui me viendra à l'esprit, mais oui. Et on achète des cartes qui arrivent dans la défausse. Au moment de remélanger son paquet, on récupère, quand on n'a plus de cartes, on récupère les cartes qu'on a achetées et on va pouvoir éventuellement aussi retirer des cartes de sa pioche. Et les retirer définitivement du jeu, par exemple. Oui. Voilà, c'est ça. Ce qui permet d'affiner son deck et de se concentrer sur... Donc c'est des jeux de cartes à combo. Et d'optimisation de paquets de cartes. Et d'optimisation de paquets de cartes. Dans cette vidéo-là, on va se concentrer sur la rivière. Sur les jeux à rivière de cartes, donc pas les dominions et pas marché de cartes fixes. Voilà, c'est un choix. Et aussi, on va se concentrer sur les jeux où c'est la mécanique principale. Oui. Pas ceux qui sont où il y a un deck building qui fait partie du jeu, justement, comme Dune Imperium. Comme Dune Imperium, comme les ruines perdues de Narak, mais encore plus comme Tyran de l'Ombre-Terre, où il y a un vrai deck building qui va servir à s'étendre sur un plateau et à avoir des majorités ou sur Eldorado, un plateau. Enfin bref, il y en a plein de deck building où ça fait partie. Il y en a plein. Maintenant, là, on va se concentrer uniquement où il y a... Jeu de cartes pur. Jeu de cartes où il n'y a pas de plateau. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on aime ça? C'est parce que Jean-Charles, pourquoi est-ce qu'on aime ça? Alors parce que concrètement déjà souvent c'est des petites boîtes, c'est des non mais j'ai dit souvent. Ok. Non mais c'est des jeux qui sont très punchy, ouais. Et où on peut s'amuser avec des temps de jeu pas très longs. À faire un truc intéressant et où il y a vraiment une réflexion intéressante, ouais. où on peut attaquer l'autre, où on peut faire des choses un peu intéressantes. Moi je compare ça à des jeux de course, c'est vraiment un jeu de course. Ou de combat. Ouais non mais de course dans le sens où même que ce soit de combat ou pas, il faut monter le plus vite possible une machine qui va être efficace. Il y a une montée en puissance. Parce qu'on va acheter des cartes et en général on va les sélectionner pour qu'elles soient vraiment bien. C'est des durées effectivement assez courtes en général, ce qui fait qu'il y a un côté addictif où on a envie de les enchaîner. Et Loki est totalement d'accord. Ouais. Mais concrètement... Il fait chier ce chat. Mais concrètement, un deck building, c'est ce qu'on pensait, c'est que grosso modo une partie ça va de 20 à 40 minutes. Oui. Non mais pour la majorité, il y en a qui sont plus longues d'autres, mais c'est pas la question. Oui, on va en parler. Alors qu'est-ce qu'on peut reprocher et ce qu'on entend souvent comme critique à ce jeu de deck building, surtout à Rivière? C'est la carte qui arrive dans la rivière. C'est en fait des phénomènes d'aubaine où il y a une carte super puissante qui arrive dans la rivière, soit parce qu'un joueur a acheté, j'achète une carte qui m'intéresse et tout d'un coup il y a la carte qui fait gagner qui sort. Oui, alors. J'exagère. On exagère, mais et du coup, cette carte-là, soit je peux l'acheter tout de suite, soit je suis obligé de la laisser à l'adversaire. Et on se dit, il y a un facteur qui est incontrôlable par rapport à ça. Donc, ça, c'est le premier problème. Et après, il y a le hasard de la pioche, qui est qui est commun à tous les jeux de cartes. En fait. Voilà, j'ai déjà expliqué, 52 factoriels. Voilà, c'est beaucoup. Ouais, il y a plus que 52 cartes. Mais c'est un exemple. On peut se retrouver dans des situations où le jeu sort pas bien. Comme tous les jeux. Voilà, donc on est soumis à ça. Ouais. Maintenant, on peut contrôler ça avec le fait d'épurer son deck. Et il y a plein de même des cartes qui te permettent de piocher, etc. Mais donc, l'un dans l'autre, entre le phénomène d'aubaine et la pioche de cartes, on n'a pas un contrôle absolu sur le jeu. C'est pas un euro game sans chance ni rien. Mais est-ce que le contrôle fait le fun? Voilà, la question c'est...
fait, globalement, c'est pas des jeux où on mesure la compétence de quelqu'un ou la performance de quelqu'un sur une partie. C'est un peu comme le tarot, ça se mesure en moyenne, quoi. Voilà, sur 100 parties, est-ce qu'il va en gagner, la majorité ou pas? Et justement, l'effet de dire ah là là, il a gagné la course, globalement, c'est un jeu rapide, on a envie d'en refaire. Parce qu'on sent qu'on peut faire mieux la prochaine fois. Et il y a une satisfaction aussi quand ça se passe bien. En fait, ouais, tu as réussi à faire un combo de ouf. C'est grisant. Voilà, ce sont des jeux qui sont grisants. Je vais parler des absents de la liste. Voilà, parce qu'on a décidé d'en traiter que de certains, pas de tous, parce que sinon la vidéo durait 8h30. Et puis aussi, surtout parce qu'on n'y a pas joué. Le premier absent, c'est Ascension, qui est il me semble, le premier jeu à rivière. Tel qu'on le décrit. Alors s'il y en a d'autres, dites-le nous dans le commentaire, comme ça on le saura. Et en fait, ça a été créé par des anciens joueurs de Magic, enfin des joueurs de Magic. Et en fait, ce type de jeu est vraiment pour moi la conséquence logique des jeux de cartes à collectionner où chacun va construire son deck en dehors de la partie. Parce qu'on se rend compte, moi je suis retombé dans Flesh and Blood, toi un peu dans l'Orcana, j'ai beaucoup joué à Magic, que la partie construction de deck prend beaucoup de temps et est ludique aussi. C'est une espèce de méta-jeu. Ça fait partie du qui se fait en dehors du jeu, mais qui fait partie intégrante du plaisir de jeu. En fait, ils l'ont intégré dans le jeu. Voilà, du coup, ça fait partie du jeu de créer son deck et de dire ah tiens, je sais que cette carte-là va bien avec cette autre carte-là, donc il faut vraiment que je l'achète. Ouais. Ascension, qui a été publié en 2010. Absent parce qu'on n'y a pas joué. Marvel Legends, c'est un jeu auquel j'ai très envie de jouer, à la fois par son thème et sa mécanique un peu semi-coop. J'ai jamais eu l'occasion d'y jouer, et si vous pensez que je rate vraiment quelque chose en termes de deck building, dites-le nous. Alors, Saint Seiya Deck Building, je l'ai. C'est un peu mon plaisir coupable, dans le sens où... Tu y as déjà joué ? J'y ai joué beaucoup de fois. Je suis fan de la licence. Le matériel est juste ouf. Les effets de cartes sont sympas. Je trouve que c'est un jeu qui est juste beaucoup trop long pour ce que c'est. Mais j'ai quand même beaucoup joué à l'occasion. Et j'ai toutes les extensions sorties à date. C'est pour ça que j'appelle ça mon jeu coupable. Moi, j'y ai pas encore joué celui-là. Tu me l'as pas imposé. Ça t'intéresserait ? Pourquoi pas. Bon, et il se trouve que il est en dehors du scope pour des questions de longueur, justement, parce qu'on voulait se concentrer sur des jeux qui étaient ultra rapides. Des jeux de moins d'une heure, en gros. Voilà. Aussi, autre jeu qui va sortir de la liste, c'est For Glory. Donc For Glory, on en a parlé dans le dernier J'aime Gerjou, qui à date de cette vidéo n'est pas encore sorti, mais c'est l'autoréférencement futuriste. Mais elle sera sortie sûrement entre-temps. Elle sera sortie entre-temps, qui est un vrai, vous voyez la boîte, bon, c'est un peu comme Power Rangers, mais c'est un Power Rangers, ça compte pas. Voilà, c'est un taille standard, matos de ouf, mais qui est un jeu qui peut durer entre 20 minutes, mais réellement 1h30, 2 heures. Et c'est un jeu qui est beaucoup plus riche en termes de mécanismes que les autres. J'ai pas joué non plus. J'appelle pas ça, j'aime pas le dire vrai jeu contre faux jeu. C'est jeu rapide, on va dire presque apéro, contre jeu où on s'assoit et on sait pas combien de temps on va rester à la table. On va dire un jeu plus complet. Consistant. Voilà. Un jeu plus concis, plus copieux. Voilà. Bon, maintenant, on va aller vers les étoiles. Premier de la série, Star Realms. Star Realms, le but du jeu, c'est tuer l'autre. On a chacun... 2014, hein ? Oui, 2014. On fait la chronologie. On fait la chronologie. Et c'est effectivement, pour moi, le premier que j'ai connu dans cette gamme-là. On a des départs symétriques. On va avoir des cartes de base dans son jeu. Les cartes de base vont avoir des points d'achat qui vont permettre d'acheter sur la rivière des cartes qui ont 4 couleurs. Et les jaunes, qui permettent de faire des petits dégâts, mais de piocher des cartes et puis de faire défausser l'adversaire. Le vert ? On a le vert qui fait gros dégâts, pour pas si cher que ça. Et qui regagne des PV. Ah non, je crois que c'est le bleu qui permet de regagner des PV. Ouais, je me suis trompé dans mes notes. Moi, je suis les notes. Hein. Ouais, tu suis les notes. Non, le vert permet pas de regagner des PV. J'ai pas PV. assez joué pour me rappeler des couleurs. Hein. Le rouge. La force rouge. Permet de... Non, pas encore. Le rouge permet d'épurer son deck et fait pas mal de dégâts aussi. C'est la couleur de la violence. C'est la couleur de la violence. C'est la couleur de la violence. Et le bleu permet justement de regagner pas mal de points de vie et aussi fort en argent qui permet d'acheter des cartes. Enfin, c'est une couleur un peu mixte. On va jouer comme ça. Il y a des notions de synergie de cartes. Par exemple, si vous prenez cette carte verte, vous voyez qu'il y a 2 symboles. Le premier, c'est si je la joue toute seule. Le deuxième, c'est si j'ai joué une autre carte verte en même temps. Donc ça va vous guider vers une spécialisation de couleurs. Oui, parce qu'on va avoir plein de cartes. On veut créer les combos. Qui vont permettre d'avoir des synergies.
Le jeu c'est un des plus simples qu'on présente parce que c'est un des plus anciens. Qui a, entre guillemets, le moins de twist. Oui, il a le moins de twist par rapport à l'existant parce que c'était un des premiers. Oui. Oui. Ah, voilà. Pour moi, c'est le plus accessible. Et quand je dis le plus accessible, je pense aussi à l'accessibilité sous Windows. Parce que, en fait, vous voyez que les trucs, ça se voit bien de loin. Tu vois, les symboles. Ouais, on les voit bien. On les voit bien. En termes de code couleur et de symboles, il est très simple. Il est très rapide. Donc, les parties s'enchaînent de manière assez frénétique. Et donc, il est très ergonomique. Et une charte graphique qui était assez claire et sympa. Il a été accompagné d'une super application sur téléphone qui permettait de complètement se droguer toute la journée. 37 parties par jour. Mais en fait, il y a des personnes à qui j'ai présenté ce jeu qui ne sont pas des joueurs, qui ont réellement dû faire des cures de désintox de l'appli. Ça vous montre à quel point ce type de jeu, pour une catégorie de personnes, est addictif. Personnellement, sur ce jeu, je trouve que ça tourne mieux à deux, ça peut jouer à plus. Mais vu que c'est un jeu de. Dès qu'on a un jeu de combat, on peut très rapidement créer du wingmaking. Voilà. Du coup, c'est pour ça on attaque le plus fort ou le plus faible, et ensuite, quand on est en duel, Ou c'est celui qui attaque, qui perd des actions, et du coup, il y en a un qui gagne des points en faisant. Mais ça se joue aussi en équipe. Il y a eu plein de variations de façons de jouer. Il y a beaucoup d'extensions. Il y a eu énormément d'extensions. Alors moi, je vous présente une boîte qui est assez âgée. Il y a eu Colony Wars. Je sais qu'il y a eu plein de petits blisters, de boosters de cartes, d'extensions. Mais moi, ce qui me fait le charme des deck building, c'est les petites boîtes. Oui. Parce que concrètement, moi, j'ai vu des boîtes de Star Realms qui étaient grandes comme ça, enfin avec toutes les extensions. Je ne vois pas l'intérêt, parce qu'on n'a pas la place à Paris, puis on a qu'à stocker ça. Oui, mais tout le monde n'habite pas Paris, oui, c'est petit 1, et puis petit 2, après ça dépend si tu Vous devriez habiter à Paris. Oui, après ça dépend si tu veux te déplacer ou pas avec le jeu, mais c'est vrai que moi je suis assez séduit par le format jeu rapide petite boîte. Oui. Et c'était un des premiers. Alors, il y a eu une rethématisation dont on ne parle pas, enfin en tout cas je ne l'ai pas et on ne va pas la montrer, c'est Hero Realms, qui est très très similaire à Star Realms, mais au lieu de prendre un univers futuriste, ils ont pris un univers médiéval fantastique. Voilà, si vous préférez des chevaliers, vous faites ça. Quoi. Voilà. Il y a des mécaniques, il me semblait un tout petit peu différentes, mais ce n'était pas suffisamment différent pour vraiment parler des deux jeux de manière indépendante. Voilà. Donc maintenant, direction l'Égypte et la vallée des rois. Oui. Walk like an Egyptian. Walk like an Egyptian. Donc Valley of the Kings, jeu symétrique aussi, donc on va tous démarrer avec les mêmes cartes. 10 cartes. 10 cartes, et le but, c'est pas de tuer l'autre, c'est l'inverse. C'est d'être riche après la mort. Voilà, c'est de bien préparer sa mort. Jeu à rivière de cartes, mais la rivière de cartes est un peu différente parce qu'elle va être pyramidale comme ça. Et parce qu'on est en Égypte, pyramide. Ouais. Et on peut acheter que les cartes qui sont en bas de la pyramide. Et quand on achète une carte, un peu comme à Seven Wonders Duel, c'est ça ? Seven Wonders, ça descend pas. Ça descend pas, mais on révèle. En fait, on fait descendre les cartes de la rivière, et c'est ce qu'ils appellent crumble. Et là, il y a celle-là qui est achetable. Oui. Et c'est là qui est achetable, c'est pas du tout un bon exemple de jeu. Oui, mais voilà. J'ai juste fait des prix. Et en fait, quand on prend la carte qui est au milieu là, le joueur qui achète la carte va décider celle qui descend. Donc on a une espèce d'anticipation des cartes qui arrivent. Donc ça, c'est la première originalité. Deuxième originalité sur les cartes elles-mêmes et la rivière, c'est qu'il y a différents âges de cartes. Voilà, donc ça c'est marqué en bas, il y a 1, 2 et 3. Et en fait, les cartes sont de plus en plus puissantes. Ouais, on peut pas, comme dans certains jeux où on achète la carte trop forte au début. Tour 1, et on arrêter le jeu, quoi. Donc là, ils phasent le jeu, ce qui n'était pas du tout le cas à Star Realms en fait. Et on peut aussi voir où on en est du jeu. C'est-à-dire la durée du jeu, parce que le jeu s'arrête, c'est pas le but, c'est pas tuer l'autre, le jeu s'arrête quand il n'y a plus de cartes, ni dans la pioche, ni à acheter. Voilà, donc on peut se retrouver dans des situations improbables où quelqu'un n'a plus de cartes en main du tout, je ne sais pas comment, et laisser l'autre jouer. Alors pourquoi on peut ne plus avoir de cartes en main ? Parce que le but, une fois par tour, on peut mettre dans sa tombe une des cartes, donc c'est sous sa carte tombe, et en fait on s'en débarrasse pour toute la partie. On la met dans la pyramide pour le futur. Pour le futur. Et en fait, c'est un jeu de collection de sets. Vous avez des symboles sur les cartes. Voilà, il y a les cartes bleues qu'on sait collectionner, par exemple. Vous avez des cartes jaunes, vous avez des cartes oranges, etc. Vous avez des symboles. Et en fait, on va scorer les cartes en fonction de l'ensemble de cartes qu'on a dans une couleur, uniquement si elles sont dans la tombe à la fin de la partie. Exactement. Et là, ce qui est intéressant, c'est vraiment le choix de dire, par exemple, cette carte-là, très simplement, dit
au début du tour, on piochera 6 cartes. Donc elle est forte. Du coup, on travaille avec 6 cartes. Mais Au lieu de 5. Au lieu de 5. Mais on se dit, au bout d'un moment, si je ne la mets pas dans ma tombe, elle me rapporte Elle va pas 0 points. scorer. Et donc du coup, c'est le choix de quand est-ce qu'on met les choses dans la tombe ou pas. Par exemple, la première fois où j'ai joué, j'ai mal anticipé et à la moitié du jeu, j'avais plus rien parce que tout était dans ma tombe. Donc du coup, j'avais du mal à acheter des cartes. Alors parce que les cartes sont de plus en plus chères en plus. Oui, les cartes, faut préciser, on les utilise soit pour leur valeur d'achat, soit pour leur pouvoir. Donc pas pour les deux. Donc déjà, ça aussi, c'est une originalité. Les cartes en valeur d'achat vont être, en fonction des âges, de plus en plus fortes. Parce que les cartes à la fin coûtent 8 par exemple. Ouais, et les cartes à acheter vont être de plus en plus chères et les habilités vont être de plus en plus fortes. Et il va vraiment y avoir une phase de croissance de son deck où on achète des cartes et on veut les utiliser. On se débarrasse en entombant les cartes de son jeu de base. Et puis, au fur et à mesure du jeu, il va falloir se débarrasser de ces cartes fortes aussi. Oui, parce qu'il y a des moments, ils sont trop, soit ils servent plus à rien en soi, ou ils font des points. Donc, il faut savoir faire des points aussi dans le jeu. Et c'est un jeu qui peut être méchant parce qu'on peut aller forcer à détruire des cartes de l'autre. Parce qu'il y a la défausse, il y a son épurement et il y a l'épurement central, la fosse commune. Voilà, le cimetière, où en fait on dit tu sacrifies une carte, donc c'est pas un entombement, tu vas sacrifier une carte et elle va aller dans le cimetière et il y a des cartes qui permettent d'aller récupérer des cartes du cimetière. Exactement. Donc on peut voler des cartes à l'autre comme ça. Et alors c'est un jeu qui je pense mieux à 3 parce qu'il y a 2 cartes de chaque dans chaque couleur. Et à 2, on peut potentiellement en avoir une de chaque, mais à 3, on ne peut pas en avoir une de chaque. Surtout que dans sa tombe, on ne compte que les cartes on élimine les doublons et ensuite on compte ses points. Donc ça sert à rien d'avoir des cartes identiques dans sa tombe. Ça, il me l'avait pas dit. Donc du coup, j'ai perdu des. Dit. Voilà. T'avais pas écouté. Et donc c'est un jeu qui est aussi méchant, c'est ça qui est intéressant. Par exemple, cette carte-là, elle dit clairement, prends une carte dans ta main. Tu me la mets dans ma défausse. Donc, on peut voler des cartes aux autres. Moi concrètement, j'avais cette carte et en gros, j'achetais rien et c'est Joël qui me donnait des cartes dans mon dos parce qu'en vrai, j'étais un beau pharaon. Et du coup, j'avais le chat qui pouvait le contrôler. Alors, je dirais que c'est un jeu qui est un tout petit peu trop long à 2, qui est pile poil à la bonne longueur. À 3 et plus. C'est trop long parce que c'est le même nom, le paquet ne change pas de hauteur. Et en fait, c'est un jeu où je trouve qu'il est plus familial, à la fois parce qu'il y a des cartes qui permettent de manipuler la rivière de cartes, d'échanger des cartes, donc il y a tout un jeu sur la rivière de cartes, et c'est pas un jeu d'affrontement. Les thèmes, on va voir les différents jeux, mais Star Realms, thème spatial, je t'attaque, point de vie, etc., c'est assez agressif. Là, le thème est plus familial. Le seul truc qu'on peut faire, c'est piquer les trésors à l'autre. Oui. C'est ça le truc méchant, et faire défausser des cartes. Mais en tout cas, par rapport à Shards, le feeling est pas Shards, Star Realms, le feeling est extrêmement différent. Et c'est cette gestion de timing de jeu, d'arc, de croissance et de décroissance qui est vraiment importante. Ma dernière partie, j'étais très content parce que j'ai vachement. Il avait tout en tombé. Tout en tombé. Et j'ai gagné. Et t'as gagné, mais d'un point, je crois. Non, 84 contre 80. Après, je ne regarde pas les scores. Oui. Mais qui compte? Qui compte? Bon, je l'ai défoncé. Alors, l'entombement, cette notion de je dois mettre des cartes, me séparer de cartes pour qu'elles comptent plus de points. Plus de points, elle a été reprise dans différents jeux derrière. Tyran de l'Ombre-Terre. Tyran de l'Ombre-Terre, quand on met ses cartes, au lieu de compter 1 point, compte 4 points. Donc ça on augmente le nombre de points. Et d'après ce que j'entends, ça a été aussi repris dans Evenfall, où en fait il y a certaines cartes du cercle extérieur qu'on passe dans le cercle intérieur. On se prive des capacités, mais on se donne des possibilités de scoring dessus. Ça c'est le jeu de la hype du moment. Donc, un des jeux. Voilà, je connais pas. Voilà. Le jeu, il a combien? Il a 1, 2, 3. Alors, il y a 3 jeux qui sont indépendants. Il y a Valley of the Kings, il y a Valley of the King Last Rites et il y a Valley of the King Afterlife que je vais recevoir. J'ai vu sur Ocaseo. Et alors, je vous fais pas un cadeau, c'est pas du tout des jeux qu'on trouve facilement. Il y a une édition de luxe où il y avait les 3. La Big Box. La Big Box où il y avait les 3 jeux en un. En revanche, moi, ce que j'aime bien dans ce format-là, c'est que c'est tout petit, là où la Big Box, c'est la taille de For Glory qu'on vous a montré tout à l'heure, et aussi avec des beaucoup plus grosses cartes. Là, c'est des cartes bridge standard, alors que c'était des grosses cartes. Oui, c'était quasiment format tarot pour le jeu de luxe. Et
Le prix du coup était en conséquence. Afterlife sur Ocasio, je viens de l'acheter à 20 €. Il a déjà été sorti en français celui-là ou pas du tout? Non, c'est jamais sorti en français. In English. In English. Et il faut parler anglais parce qu'il you have to speak English. Ouais. Parce que c'est pas des effets simples des fois. Ouais. Ah, voilà. Donc. Et alors, il faut savoir que les 3 boîtes peuvent se jouer totalement indépendamment. Vous avez des cartes de base dans les 3 boîtes qui sont différentes. Ah bon? Oui, les effets des cartes. Moi, j'ai pas encore essayé l'autre boîte. Ouais. Hein. Bon, bah, on a tout dit. Maintenant, vers l'infini et l'au-delà. Vers l'infini et au-delà. Et non, on parle pas de Toy Story, on parle de Shards of Infinity. Shards of Infinity 2018, qui a été présenté par Dice Tower comme quasiment un plagiat de Star Realms, au point qu'ils disaient, enfin ils l'ont pas dit dans ces termes-là, mais ils disaient si quelqu'un a Star Realms, pourquoi avoir Shards of Infinity? Non, mais c'est au point où en fait, quand j'ai vu à quoi ressemblaient Shards, je me suis moi-même, je ne l'ai pas du tout acheté tout de suite et c'est un jeu que j'ai découvert bien après. D'accord, donc ça t'a vraiment freiné. Ouais. Alors effectivement, comme tu l'as dit, première différence majeure, c'est pas du tout les mêmes couleurs. Oui, il y en a, on se rappelle tout à l'heure, on a bien expliqué rouge, jaune. Bah là c'est violet, bleu, vert et une espèce de couleur dorée. On va dire marron. Et clairement c'est moins joli, l'univers graphique convainc beaucoup moins, les symboles sont écrits en beaucoup plus petit. Et c'est beaucoup moins lisible de loin. Alors personnellement, moi je préfère ce dessin-là. Mais ça, c'est les dessins, je parle. Hein. Ouais, moi je préfère largement ceux de... Mais l'édition est beaucoup moins ergonomique. Chose qui est construite dès la première boîte, c'est que vous avez un héros différent, donc il y a une asymétrie de départ, mais qui n'est pas dans la première boîte. On va revenir dessus. Oui, c'est... Vous avez un nombre de points de vie. Découpé le jeu. Ouais, ils ont découpé le jeu. Et vous avez des points de concentration ou de maîtrise qu'on accumule et qui permettent, et ça c'est des grosses différences, ça va permettre, vous avez certaines cartes qui vont débloquer des pouvoirs en fonction de votre seuil de maîtrise. C'est-à-dire, si ça fournit 2 d'achat, si vous avez 10 de maîtrise, ça va fournir 3 d'achat, si vous avez 15 de maîtrise, plus d'achat, etc. Donc même sans construire votre rivière de cartes, sans acheter de cartes, vos cartes vont évoluer en fonction de votre seuil de maîtrise. Exactement, parce que même sans carte, on peut toujours payer 1 pour gagner 1 de maîtrise. Oui. Donc on est obligé, ce qu'il dit, on n'est même pas obligé d'acheter des cartes. Ouais, et deuxième donc effet, en 30 tours, vous avez gagné. Deuxième effet extrêmement structurant de la maîtrise, c'est que vous avez une carte de base dans votre jeu, qui est si vous avez 30 de maîtrise, vous abattez cette carte et vous avez gagné. Voilà, donc en 30 et quel que soit son nombre de points de vie. Donc vous faites 1 million de points une infinité de points de dégâts à l'adversaire. En 30 tours, vous avez gagné obligatoirement. Oui, il faut tomber sur la carte après. En 30 tours. Et ça c'est extrêmement structurant parce que ça crée une condition alternative de victoire. Vous avez une victoire où j'attaque et je vais faire des points de dommage le plus possible par des synergies de cartes. Et la deuxième voie, c'est je me focalise sur ma maîtrise, j'essaye de résister, mais je me suis retrouvé devant une partie mémorable où, j'en ai parlé à plusieurs occasions, je me retrouve à 2 points de vie, mon adversaire me dit celle-là elle est pour moi, et en fait par combinaison de cartes, j'arrive à monter ma maîtrise à 30, je tombe sur ma carte, je pioche des cartes, je tombe sur ma carte Shards of Infinity, et non elle est pour moi. Et ça permet des retournements de situation. Oui, on n'est pas obligé de se baser sur... Il n'y a pas qu'une seule manière de gagner. Voilà, ce qui ne sont pas du tout possibles, ces retournements de situation dans Star Realms et Hero Realms. Vous avez une notion de mercenaire, donc vous avez différents types de cartes. Les mercenaires sont cerclés de rouge, alors ça va pas forcément bien se voir à la caméra. Et les mercenaires, en fait, vous pouvez payer leur coût de la rivière, et au lieu d'aller dans votre défausse, vous l'activez tout de suite. Vous l'activez tout de suite, mais vous l'achetez pas en fait. Et ça, c'est très bien aussi parce que dans une situation où on a dans la pioche de cartes, on n'a pas les cartes qu'il nous faut, ça nous permet d'avoir des pouvoirs en plus qu'on peut déclencher tout de suite. Parce que des fois on n'a pas envie de polluer son deck. C'est pour ça qu'on ne veut pas l'acheter. Non mais parce qu'on typiquement, non mais on veut pas polluer ses decks, c'est pour ça qu'on ne veut pas l'acheter. Et en même temps, on déclenche l'effet tout de suite. Oui. Et moi, c'est ce qui m'avait permis dans cette fameuse partie où j'étais à 2 points, d'aller acheter une carte qui m'a permis de piocher des cartes, qui m'a permis de tomber sur ma carte Shards of Infinity, qui m'a permis de gagner. Parfait. Et c'est une mécanique qui va dépanner en cas de manque de chance. Ouais, on est toujours soumis à la pioche, bien sûr. Il y a à côté de ça des petites différences avec les boucliers qui se permettent de se protéger de points de dommage. L'utilisation des champions, à Star Realms vous avez des bases et des avant-postes
qui permettent de vous protéger. Ici, vous avez des champions et des champions aussi qui permettent de vous protéger. C'est similaire, mais les utilisations sont un tout petit peu différentes. Mais pour moi, les différences sont là. Alors, il y a une première extension qui va réellement générer de la symétrie. Ouais, donc c'est celle qui est obligatoire. Ouais, pour moi, elle est obligatoire. Enfin, ce qui se passe, c'est que c'est un truc pas très malin de la part de. Enfin, un truc qui est très malin et en même temps pas. Parce que le jeu de base est très plat sans l'excentré. Je trouve qu'il est déjà bien. Mais c'est vrai que ça rajoute beaucoup de sel. Et je trouve un peu plat. Et du coup, si on joue quoi avec ça, on se dit, c'est. En fait, on ne comprend pas pourquoi il y a des héros différents dans le jeu de base. Alors que dès que vous intégrez l'extension qui s'appelle Reliques du futur, en fait, déjà, ça intègre des reliques qui sont 2 cartes par personnage qu'on maintient à côté, et en fait dès qu'on arrive à 10 de maîtrise, donc encore une utilisation différente de la maîtrise, on choisit une des 2 reliques qui est généralement une carte ultra puissante qu'on met dans sa défausse. Donc on va spécialiser son personnage, et ce qui est bien, c'est que c'est une carte puissante mais qui n'arrive pas au début mais en cours de jeu. Voilà. Et il faut s'orienter maîtrise. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ça rajoute des cartes pour chaque héros qu'on va mélanger dans la pioche, qui ont des pouvoirs de base, mais qui en plus ont des pouvoirs additionnels pour le héros en question. Moi, par exemple, ce personnage, c'est Tetra. Si je peux acheter une carte qui dit, je gagne 1 ou 2 de maîtrise. Si vous êtes Tetra, il y a un effet supplémentaire. Donc, il y a une asymétrie dans la rivière pour ça. Tout le monde peut l'acheter. Si quelqu'un d'autre l'achète, c'est clairement pour la contester à Tetra. C'est dans cet exemple-là. Ouais. Mais ça va creuser encore plus la symétrie. Voilà, donc ce qui se passe, c'est que oui, ils ont peut-être vendu un peu plus de boîtes de l'extension comme ça, mais je pense qu'ils auraient dû la mettre directement dans la. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont même pas au courant qu'il y a des extensions, les joueurs qui savent pas qu'il y a 50 000 extensions pour chaque joueur. Et du coup, il y a plein d'extensions de Shards, il y en a au moins 3 ou 4. Et l'idée, c'est pas de les lister. Celle-là est vraiment indispensable. Et je dirais que par ailleurs, le jeu est aussi fluide et addictif que Star Realms. Mais que moi, je comprends pas les gens de Dice Tower quand ils parlent de clone absolu. C'est que cette notion de maîtrise. C'est des gens qui jouent pas à ça des jeux. Bon, mais en tout cas, cette notion de maîtrise. Et le fait qu'il y ait une condition alternative de victoire change totalement le visage du jeu et le rend, je trouve, beaucoup plus intéressant. Et beaucoup plus technique. Oui, j'ai préféré ça à Star Realms, mais honnêtement, sans les extensions, quand même, rajoutent du sel, et sinon, je trouve ça un peu plat pour moi. Mais après, je suis d'accord encore avec toi, à 2, pas à 3, parce qu'à 3, il y a toujours cet effet de. Oui, dès que c'est du duel, dès qu'on peut tuer quelqu'un, pour moi, c'est mieux à 2. Ou alors, il faut jouer en équipe. Mais j'ai pas testé ces modes de jeu-là. Non plus. Bon, maintenant, c'est le bal du vampire. Ah oui. I am Dracula. I bid you welcome. Crève 2019. Alors celui-là, j'ai pas été invité. Non, c'est effectivement, tu n'y as pas joué. C'est un jeu que m'a fait découvrir Mehdi, que je remercie encore. C'est le résultat d'un Kickstarter qui n'est pas très connu, qui n'a pas forcément bien marché. Alors pour les pas bilingues, crève, c'est dire le manque. Oui, c'est le craving for something, c'est comme par exemple le dernier jeu hypé, c'est le vouloir absolument. Et en fait, c'est un jeu qui est en VO uniquement et qu'on trouve d'occasion relativement facilement. Là, on a regardé, il y en a sur Ocaseo. Moi, je l'ai acheté d'occasion et on en trouve en état neuf d'occasion. Voilà, c'est une petite boîte, hein, c'est pas cher. Oui, c'est encore une petite boîte. Non, c'est pas très cher, 20 euros. 20-30 euros. Ouais. Très asymétrique parce qu'on va jouer humain contre vampire. Donc, les pouvoirs des humains et des vampires sont vraiment différents. Ce qui est logique parce que moi, tous les vampires que j'ai connus, ils n'ont pas les mêmes pouvoirs que moi. Oui, tout à fait. Je n'ai pas les mêmes pouvoirs que toi. Et première originalité, pour moi, c'est la première fois que je me retrouvais avec un jeu où on effaçait l'aubaine des marchés de cartes avec des marchés de cartes pour humains, pour vampires et communs. C'est-à-dire que vous avez 3 marchés de cartes. D'accord. Et donc ça veut dire que l'humain a toujours quelque chose à acheter, le vampire aussi, et vous avez un marché avec une carte de plus qui est un marché mixte. Alors vous avez vraiment. Alors après, c'est la même chose, c'est relativement classique. On va essayer d'attaquer l'autre, on va poser des personnages qui vont avoir des habilités qui vont aider à faire des synergies de pouvoir. Il y a des petites notions en plus, on va avoir des objets, on peut équiper des personnages pendant le jeu
avec la crosse de hockey pour l'humain qui peut faire encore plus mal, etc. Donc du coup, tout à coup, on a vraiment envie de se débarrasser de l'humain. Il peut avoir des gilets pare-balles, enfin. On peut avoir des centaures aussi. Voilà. C'est ça que je regardais. Oui, il y a différents types de personnages. Vous avez des loups-garous, vous avez ce qu'ils appellent des magic, donc des personnages un peu fabuleux. Et ça, c'est vraiment pour les personnages que vous allez poser en jeu. Puis vous avez des cartes avec des effets. Vous avez aussi des groupies. Alors les groupies, c'est rigolo parce que en fait, on peut, en leur donnant l'humain, lui redonnant du café, peut l'attirer à lui, et avec de l'influence, le vampire peut le reprendre de son côté. Donc en fait, c'est des cartes qu'on peut voler à l'adversaire sur le tableau de l'adversaire. Donc c'est un mécanisme intéressant. Vous avez des mots-clés. En fait, Drain sur un vampire, c'est une habilité que n'a pas un humain. Il va faire des points de dégâts à l'autre, mais lui récupérer des points de vie. Vous avez Surge qui permet de mettre directement. Sans expliquer toutes les règles, parce que là j'ai l'impression que tu rentres dans les méga détails. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des petites spécificités en plus liées à des mots-clés qui sont sympas. Et vous avez la capacité aussi, vous avez certaines cartes, vous allez empoisonner le deck de l'autre. C'est-à-dire que j'achète une carte et au lieu de la mettre dans mon deck, je vais la mettre dans le deck de l'autre. D'accord, c'est donc du coup comme un poison ou Et exactement, et à chaque fois qu'il tombe sur cette carte, la première chose qu'il fait, c'est qu'il est obligé de la révéler, il se prend des points de dommage. Et il ne peut pas s'en débarrasser? Si, mais il faut de l'épuration de deck. D'accord. Donc la grosse... Alors vous voyez que les cartes sont un peu plus grandes, c'est plutôt format... Ça c'est format tarot. Tarot français. Tarot français, avec un design, un parti pris qui est assez fort. Ouais, graphique. Le dos il est sympa, enfin, j'aime bien ça. C'est très chouette. Je pense que le jeu s'arrête là, c'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir d'extension. Hein. 2019, on a dit, il n'y a pas de nouvelles depuis. Mais il vaut le coup d'être. On va peut-être créer une méga hype et ils vont peut-être leur sortir. Hein. Avec notre popularité, on est des méga influenceurs. Hein. Oui, comme tu l'aimes à le rappeler. Et comme Romain aime à le rappeler aussi. Non, mais le côté rivière dédié à son personnage est vraiment, vraiment bien, et avec ses à côté, ça crée une expérience de jeu qui est différente. Est-ce que je peux virer des cartes, par exemple en tant qu'humain, virer des cartes du marché Tu peux les acheter, tu peux pas les virer. Je peux acheter une carte, non, tu peux pas virer une carte depuis la rivière. Non. Je peux pas virer une carte vampire d'une manière ou d'une autre, d'accord. Donc il n'y a pas de coup de... Non. D'accord, non, c'est pour savoir, j'ai pas joué. Ouais, t'as pas joué. Je pose des questions. Ouais. Voilà, maintenant, go go Power Rangers. Da, 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 da. Là, on va parler de... On passe aux choses sérieuses. Pas choses sérieuses. On va passer sur le jeu qui est basé sur Power Rangers. Exactement. La saison de Mighty Power Rangers. La bien connue. Mighty Morphin, ouais, c'est la plus cool. Alors, donc... Je sais pas si je suis trop vieux ou si je suis trop jeune, mais j'ai pas le bon âge. Oui, non, mais moi c'était à la télé où il y avait que ça à regarder, donc on était un peu obligé. Bref. C'est à l'époque où on avait que 6 chaînes. Non, mais il y avait Dragon Ball déjà. Non, mais pas à la même heure. Ah, ok. Alors, donc, c'est une asymétrie totale. Donc moi, il y a un côté qui va jouer Power Rangers et l'autre qui va jouer les méchants. En fait, plus exactement, il y en a un qui va jouer les gentils et l'autre qui va jouer les méchants. Je suis le méchant et je veux tuer la gentille. Plus exactement, un gentil et un méchant. Exactement, enfin, presque. T'as un héros. Mais les méchants, ils peuvent appeler les autres méchants, donc... Oui, mais pas... Oui, on est d'accord. Le héros, c'est formé avec une carte comme ça. On va commencer avec Jason Scott qui va devenir le Power Ranger rouge. Pareil, ça c'est les gentils qui vont faire tous les 6 Power Rangers de base. Pas le Power Rangers doré, c'est pas la bonne saison. Oui, non. Je te laisse parler. Et on peut jouer tous les méchants. Rita Repulsa, Rita Revolto. La bien connue. Lord Z, Goldar, Finster et Scorpiona. J'adore quand il me regarde comme ça que je parle. Donc là, on va dire que j'ai pris Rita Repulsa et lui il a pris Force jaune. Force rouge. Force rouge, allez. N'importe. Et on va jouer ça qu'à notre tour. Hein. C'est un deck building de base. On a un deck de méchants et un deck de gentils qui est en soi avec les 10 cartes symétriques. Voilà. Sachant que il y a en fonction du gentil et du méchant qu'on prend à la base, on va avoir un petit pouvoir asymétrique. Un petit pouvoir, ça, ouais, qui va être différent en fonction de je suis force rouge ou je suis force jaune. Ou... Exactement. Toi, pareil. D'accord. Donc, dans mon tour,
j'aurai des points d'achat, comme dans tous les deck building. Et il y a plusieurs types de cartes. Il y a les cartes neutres, des manœuvres ou des items qu'on peut acheter. Il y a les cartes héros que si je suis méchant, je ne peux pas les acheter. Il y a des cartes vilains que moi, seul en tant que méchant, peux les acheter. Donc en fait, on se retrouve dans un système un peu comme Crave, où vous avez des cartes achetables que par un clan, des cartes achetables que par l'autre clan et des cartes achetables par les deux clans, sauf que c'est mélangé dans la même rivière de cartes. Voilà. Et alors là, vous dites la carte héros, elle est un peu chiante, elle bloque le truc. Mais moi, en tant que méchant, je peux l'attaquer. Et quand je l'attaque, je gagne un pouvoir spécifique. Ça peut être piocher des cartes, ça peut être différentes choses. Et on l'attaque. Alors, contrairement à un jeu dont on va parler après, on peut soit acheter des cartes qu'on peut acheter, soit on achète des cartes de l'ennemi. C'est pas des valeurs de combat, mais c'est vraiment aussi des points d'achat pour bénéficier pour la défausser et bénéficier du bonus. Exactement, un peu comme on a acheté les mercenaires avec Infinity. Oui. Ça fait un peu le même concept. Maintenant, pourquoi on se dirait on peut les laisser, c'est pas grave. Si on laisse des cartes vilains en tant qu'héros ou des cartes héros en tant que vilains, on perd des points de dégâts à la fin du tour. Et ça, c'est violent. Voilà. Là, vous voyez cette configuration-là. Le héros, il y a 2 vilains. Si je ne fais rien, si je m'en débarrasse pas, à la fin du tour, je prends 2 points de dégâts. Et ce qui, au départ, est pas très grave, parce qu'il y a aussi des moyens de récupérer des points de vie, etc. Mais il y a un moment donné, il va falloir quand même gérer ça. Voilà, parce que surtout qu'on a que 30 points de vie, ça a l'air beaucoup, mais ça va vite. Donc on achète des cartes et notre carte héros, vous allez voir, au méchant vilain, c'est pareil, elle a des couleurs de slots. Moi j'appelle ça des slots. Et on pourra, nos cartes là, on a un choix. Soit on s'en sert pour les ressources, par exemple celle-là, 4 points d'achat, soit on s'en sert en tant que vilain. Et on la slot chez le vilain. Et là, je pourrais me servir de son pouvoir. Oui. Et du coup, j'ai plus les ressources. C'est un choix. C'est-à-dire que tant qu'elle cycle dans votre deck et que vous ne la slottez pas, vous n'utilisez que pour les ressources. Et il y a 2 types de ressources. Vous avez la valeur d'achat et vous avez l'énergie. Et l'énergie, vous allez pouvoir la stocker, un peu comme la maîtrise dans Shards of Infinity, sur une roue, comme ça. Et c'est l'énergie que vous allez devoir dépenser pour activer les capacités des cartes qui sont slottées. Voilà. Et du coup, c'est ça du coup, on a le choix entre. Parce qu'il y a des cartes, par exemple, qui donnent beaucoup de points d'énergie, mais elles donnent aussi un super pouvoir. Donc on se dit, si je m'en sers en tant que pouvoir. Il y a une gestion, je trouve, qui ressemble un peu de loin à celle de Valley of the Kings, je fais monter mon deck qui fait monter mon énergie, qui me permet d'acheter des ressources, et il y a un moment donné, il faut que je slotte mes cartes pour quand même passer à l'action. Et donc il y a une gestion je fais croître une main en utilisant les ressources, et ensuite je me débarrasse de ces ressources, et là je passe à l'action. Alors il y a 2 autres choses qui sont assez cool. Les héros et les méchants peuvent, une fois que toutes les slots sont remplis, vont se retourner pour devenir, ils vont passer du côté basique, skimming, comment dire, planification à l'attaque, attaque. Moi je suis ado là, et là ils vont passer, je deviens force rouge. Exactement. Et en fait le pouvoir du personnage va se retrouver renforcé. Et on gagne des choses. Lui il va gagner son Zord, parce que ce qui est génial, c'est que il y a la baie des ordres chez les gentils. La baie des ordres. Oui, c'est la baie, c'est marqué Zord. En fait, vous avez des gros robots. Et voilà. Et en fait, on peut mettre ces ordres petit à petit. Et quand on en a plusieurs, on a le Megazord qui apparaît. Et après, on peut avoir globalement, vous avez une gestion qui est asymétrique aussi de ce côté-là. C'est que la baie des ordres, moi je vais pouvoir, le gentil va pouvoir acheter des ordres, les slotter dans sa baie et activer ses pouvoirs avec de l'énergie. Et en fonction de où il en est, de combien de Zords il a, il peut en activer un seul par tour, 3 par tour, etc. Et en fait, quand on active un Zord, il reste tapé ad vitam aeternam jusqu'à ce qu'à son tour, on paye de l'énergie pour tous les remettre debout. Donc ça, c'est la mécanique du gentil. Et les méchants, eux, il y a le repère. Le repère des méchants. Et chaque méchant qu'on recrute, ils vont donner, à chaque fois qu'on rajoute un méchant, ça fait 1 point de dégâts. Donc un méchant, c'est 1 point de dégâts. 6 méchants, c'est 6 points de dégâts. Au moment où on achète le 6e. Mais les méchants, eux, ils ont un pouvoir constant qui se produit en général au début du tour. Genre piocher une carte en plus, faire 3 dommages, etc. Il y en a 6 ou 7.
Et du coup, ça permet au bout d'un moment, quand tu as 5 ou 6 méchants, il faut gérer les méchants aussi. Il faut gérer les méchants aussi. Et en fait, donc vous avez la pioche et la rivière de cartes standard, et chacun a sa pioche de Zord et sa pioche de maître. Je crois que c'est comme ça, les masters. Les masters, ouais. Qu'on va pouvoir mettre dans soit sa bête Zord, soit dans son repère, sachant que ces cartes sont très chères et on peut en acheter qu'une seule par tour. Oui, parce que sinon c'est trop fumé. Sinon c'est trop fumé. Et du coup, on va créer un tableau. Ouais. De chaque côté, il y a aussi des lieux qui nous créent des pouvoirs. En fait, cette notion de slot, justement, le fait de limiter les aptitudes des cartes, on ne peut les utiliser que quand c'est sloté, c'est du tableau building. Et donc, il y a cette composante de deck building et de tableau building, sachant que les slots, ensuite on peut défausser des cartes, les remplacer, les upgrader au fur et à mesure. Si à un moment donné, on se rend compte que dans son deck, on n'a plus assez de ressources, on peut aussi désloter des cartes pour récupérer leur utilisation en tant que carte de ressources. Et c'est assez intelligent comme mécanisme. Et voilà, par exemple, je donne un exemple. Jason, c'est le rouge, donc c'est le leader, c'est un peu un leader. Et lui, il veut des héros à côté de lui, alors que lui, le vert, il est un peu solo. Et il peut n'avoir qu'un seul. En fonction des héros, les couleurs de cartes que vous pouvez slotter sont différentes. Ce qui veut dire qu'il faut aussi surveiller, et ça c'est intéressant, dans la rivière, les couleurs de cartes qui existent pour l'autre, pour savoir, tiens, je vais peut-être prendre ça, parce que lui, il en a besoin pour avoir sa 4e carte et se transformer. Voilà, et du coup, il y a ce jeu-là de regarder. Il y a un jeu de contrôle à ce niveau-là. Et en fonction du méchant qu'on va acheter, on va pas jouer le même type de jeu parce que il y a des gens ils peuvent pas avoir 50 cartes équipement, donc ça sert à rien d'avoir 50 cartes équipement. Ouais. Donc c'est très drôle. Donc l'un dans l'autre, il y a des mécanismes qui sont vraiment originaux par rapport à tout ce qu'on vous a présenté. La mécanique, chacun, alors comme Crave, chacun peut acheter un certain type de cartes. Je peux shooter des cartes dans la rivière. Les cartes de la rivière peuvent me shooter. Donc, du coup, il y a vraiment cette menace de. Par exemple, moi, à un moment, j'avais 3 cartes méchantes dans la rivière. Je les laissais parce que je savais que ça lui faisait 3 points de dégâts. Je les achetais pas. Ouais. Parce qu'en vrai, j'avais mes minions qui travaillaient pour moi. Et en fait, même si ça me coûte cher de dire ça, même si c'est mon jeu, je dis ça, il est assez thématique. Je trouve qu'il est très thématique. Ouais, c'est génial. Et le côté, je me transforme. It's morphing time. Les robots, j'assemble les robots. Quand j'ai 3 robots, ouais, c'est ça. Quand t'as 3 robots, ça devient le Megazord. Ouais. Les robots s'assemblent et j'ai un Megazord. Et après, quand t'en as 5, c'est le Mega Dragon Zord. Et après, t'as le. Enfin, bref. Ouais. Enfin, on nage en plein. C'est génial. Mais voilà. Et mécanismes originaux. Et qui marchent. La licence, on aime ou on n'aime pas, mais les mécanismes collent bien à la licence en fait. Ouais, et en plus, on peut faire des fois, on fait des coups très forts, ce qui fait que la personne, du coup, elle est stunnée, du coup, elle reçoit des cartes de main. Bref, on y croit, on est dedans. Alors, moi, je vois le combat en tout cas. Il est dedans. Moi, je trouve que le jeu est très bien. Et on a fait 5-6 parties. Ouais. Moi, j'aimerais en faire plus parce que j'ai une question sur l'équilibrage. Il y a certains héros qui me paraissent très difficiles à jouer, d'autres beaucoup plus faciles. Il n'y en a pas d'équilibrage. Oui, mais c'est un problème. On s'amuse. Oui, quand tu sais que tu n'as aucune chance de gagner, je m'amuse pas. Mais après, je pense que il y a peut-être un équilibrage entre certains héros et certains vilains, mais je pense que certains héros contre d'autres vilains sont condamnés à mourir. Et vice versa. Comme dans la série. Et comme dans la vie. Non, mais dans la série, il y a des héros qui sont très nuls contre certains. Donc, je pense qu'ils ont été un peu trop thématiques. Après, peut-être que. On n'a pas réussi à bien le jouer parce que pour l'instant on n'a pas réussi à avoir 6 Megazord. Je ne sais pas s'il y a des choses qu'on n'a pas encore compris en vrai. Ouais. Donc voilà. Donc maintenant, l'Empire contre-attaque. Alors Luc, Star Wars, c'est quoi? Alors Star Wars Deck Building en fait a été présenté comme un jeu vraiment nouveau dans ses mécanismes. C'est une compile de beaucoup de bons jeux qui ont été faits avant et en particulier de Power Rangers. Exactement, Deck Building. C'est tellement l'enfant de Power Rangers, je pensais que c'était le même auteur. Alors en fait, moi j'ai connu d'abord Star Wars Deck Building et j'ai entendu des personnes qui disaient mais en fait ils n'ont rien inventé, ils ont pris les mécanismes de Power Rangers. C'est pour ça que j'ai voulu voir ce que donnait Power Rangers. Power Rangers c'est bien. Parce que Power Rangers c'est une licence qui est je pense moins populaire en France et là ça a été traduit, ça a été localisé, Power Rangers l'a pas été. C'est peut-être parce que le jeu est peut-être pas équilibré qu'ils l'ont pas traduit. Peut-être. Alors
asymétrie totale entre Rébellion et Empire, et on va se retrouver comme avec Power Rangers, des cartes qui ne sont achetables que par l'Empire, des cartes qui sont achetables que par la Rébellion, et des cartes neutres. Comme dans Power Rangers, vous pouvez aller shooter des cartes dans la rivière, ce qui va vous permettre de récupérer des récompenses. Par contre, il n'y a aucun effet négatif de ne pas les faire. Oui, c'est-à-dire que vous ne vous faites pas attaquer par les cartes de la rivière, mais c'est souvent des effets qui sont importants pour la construction de votre propre deck et aussi pour contester la carte au deck adverse. Oui. Vous avez une notion de base avec un certain nombre de points de dégâts et il va falloir, au départ, on va choisir 4 bases, ou 4 ou 5. Ou 3 si on veut faire une partie plus courte, on peut choisir. Non, il faut en détruire 3. Mais on a le choix de 5, ce qui fait qu'en fonction de sa situation, au moment où on se fait détruire sa base, on révèle une autre base au début de son tour, qui va avoir un pouvoir soit continu, soit one-shot, qui va permettre d'éventuellement récupérer la situation. Donc le choix initial des 5 bases avec lesquelles on va jouer peut être structurant, ainsi que le choix, au moment où on se la fait détruire, de dire bon, comment je reviens dans la partie, tac, à tel point que l'adversaire peut... Moi, je me suis retrouvé dans une situation où tu n'as pas envie de détruire tout de suite la base initiale de ton ennemi, parce qu'elle n'a pas de pouvoir, et tu dis, bon, je vais d'abord construire mon deck avant de savoir ce que je me prends dans la gueule. D'accord. Donc ça, de très très bonnes idées. Autre bonne idée, c'est la piste de force, qui au départ commence côté rebelle, et vous avez des cartes qui vont vous permettre, c'est un tirage à la corde, de savoir si la force est de votre côté ou pas. Que la force saute avec toi, oui. C'est ça le thème. Et vous avez des cartes qui vont avoir des effets. Si la force est de votre côté, vous avez un effet supplémentaire. Donc ça agit un petit peu de loin comme la maîtrise à Shards of Infinity, c'est-à-dire que vous allez débloquer des pouvoirs de cartes de votre côté, sauf que... Mais c'est vraiment tirage à la corde. C'est tirage à la corde. On ne peut pas tous les deux avoir des pouvoirs en même temps. Ouais, exactement. Et c'est important d'avoir la force de son côté souvent. Ensuite, le reste est classique, ressemble plus à Shards of Infinity / Tarims. Vous allez avoir des effets de pioche, de défausse, de soins, de réparation de ces bases. Vous allez avoir des destroyers qui vont vous fournir des ressources récurrentes et de la protection de vos bases, etc. Très grosse asymétrie sur les clans. Vous allez voir que l'Empire c'est très thématique. Ils sont très forts. Il y a beaucoup de force de combat. Les rebelles, eux, ils font souvent défausser des cartes. Voilà. Les rebelles ont la défausse de cartes, ce sont des opérations de sabotage en fait. Oui. Ça peut être transcrit comme des opérations de sabotage. Dans l'ensemble, moi je trouve que le jeu c'est vraiment un aboutissement parce qu'il offre une réflexion, une profondeur de choix que je trouve pour l'instant supérieure aux autres. Je suis pas d'accord. À la fois sur, tu vois, le côté Power Rangers, moi j'ai des vilains qui sont sur la rivière et qui m'attaquent, il y a un moment j'ai pas le choix, je vais les shooter parce que j'ai pas le choix. Oui, là, c'est entièrement ton choix. Oui, mais ce qui se passe, c'est que du coup, moi je peux, enfin, c'est aussi mon choix, c'est de les laisser pour te. Oui, mais le choix il est des deux côtés. Alors que là, ce qui se passe, c'est que par exemple, des fois, si j'ai pas envie de l'acheter parce que ça m'intéresse pas d'avoir cette carte-là, je l'achète pas, toi tu la défonces pas, du coup le marché. Mais tu vois, en tout cas, le choix de ces bases, le choix de savoir quand est-ce que je fais apparaître quelle base, le choix de est-ce que j'achète des cartes, est-ce que je détruis des cartes de l'adversaire. Il y a une notion aussi de, en fonction des jeux qu'on vous a présentés, on n'est pas allé dans le détail, mais vous avez des pools de ressources, des pools de points de combat que vous pouvez répartir comme vous voulez. Ici, c'est pas le cas. Quand j'assigne quelqu'un à détruire une carte sur la rivière, s'il y a plus de points de dégâts, je peux pas les assigner à la base adverse. Il n'y a pas d'overshoot. Et tout ça fait que je trouve que c'est un jeu qui est assez fin. Et moi, je suis plus licence Star Wars que licence Power Rangers, mais je passe tant que ça licence Star Wars. Je trouve que le jeu fonctionne très bien. Je crois que c'est la 6e vidéo que tu dis que t'es pas licence Star Wars, mais il regarde tout, il regarde Ashoka jusqu'au bout. Non mais je regarde le naufrage de la licence Star Wars avec des yeux ébahis devant. On se plaint que les IA vont remplacer les scénaristes, mais faites mieux déjà et ensuite on en reparle quoi. Ben, voilà, c'est ça Star Wars aujourd'hui pour moi. Mais c'est déjà écrit par des IA. Oui, peut-être. C'est peut-être une démonstration. Moi, un des symptômes de dire que c'est celui qui est peut-être le plus fin, c'est pour moi les parties qui sont les plus longues. Oui, ça peut être interminable.
Alors, interminable, non. Les premières parties étaient longues comme d'habitude parce que tu découvres tes cartes, mais tu as plus. Je trouve qu'il y a plus d'analyse paralysis dans le jeu que dans les autres. Oui, c'est ce qui crée l'interminabilité. Parce que ce qui se passe, c'est que même. Oui, ce qui te montre que tu as plus de réflexion. Ouais, mais. Parce que moi, tu vois. Je te prends un exemple. Arnaud de Nipple on Fire n'aime pas, et Arnaud qui n'a jamais fait un commentaire, je crois, à cette vidéo, détrompe-moi et détrompe-nous si je me trompe, c'est qu'il n'aime pas les deck building et il a aimé ce jeu-là. Oui. Bah. Donc c'est un jeu. Oui, il y a beaucoup de gens qui aiment pas les deck building qui aiment celui-là. Ouais, mais aussi parce qu'ils connaissent pas Power Rangers. Oui, parce que Power Rangers, Power Rangers. Go Power Rangers. Parce qu'il y a plein de mécanismes qui ont été présentés comme nouveaux ici alors qu'ils l'étaient pas, ils étaient déjà sur Power Rangers. Il n'y a pas cette notion de slot de cartes et de tableau building de Power Rangers. Et ça, je pense qu'ils aimeraient, en vrai, bizarrement. Oui, après c'est une autre mécanique, vraiment c'est une autre mécanique. Il n'y a pas l'immédiateté du plaisir d'un Shards of Infinity Star Realms qui est plus easy going en fait. C'est un jeu qui est plus mature et qui a... Mais bizarrement il est plus mature, mais d'un point de vue comment il est fabriqué en termes de matériel, il s'adresse à des gens qui ne jouent pas au jeu du tout. Par exemple, ils ont mis des cubes jaunes pour compter combien tu faisais de points d'énergie par tour, ce qui ne sert à rien. Tu peux le compter sur la carte, ça ne sert à rien. Oui, mais alors par contre, les points de dégâts s'accumulent, ce qui n'est pas le cas dans les autres jeux, et ça il faut les matérialiser. Ça oui, alors ça oui. Et moi maintenant, c'est ça c'est 5 et ça c'est 1, et enfin, t'es pas obligé d'utiliser le matériel qu'on te donne. Hein. Ah d'accord. Ouais. Ah, tu t'en sers comme des 5. Oui, je fais de la monnaie. Ah, c'est peut-être pour ça que ça a été conçu. C'est peut-être pour ça que ça a été conçu. Mais c'est pas ce qui est écrit dans les règles. Voilà. Moi, je pense que c'est quand même un très bon jeu et c'est un très bon jeu thématique. Je pense que Power Rangers et celui-là sont les plus thématiques. Alors, Crave est très thématique aussi. Mais j'ai pas joué. Mais clairement, Star Realms et Shards of Infinity sont pas très thématiques. On peut mettre n'importe quel thème. Oui, Valley of the Kings. Déjà un tout petit peu plus thématique. Oui. Maintenant, ce qui se passe, c'est que celui-là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas Yoda dans tout le deck. Oui, mais ça, alors, non, donc je pense qu'il y a des... Il est sorti en 2023, on aime bien le dire, et il y a clairement de la place pour des extensions. Et 2021 pour Power Rangers. 2021. Oui. Et celui-là, avec toutes les séries Star Wars qui sont en train de développer justement Ashoka & Co, Boba Fett y est, mais je pense qu'il manque des... pour l'instant, il y a, en tant que... Ils ont sous la pédale, c'est normal. Oui, mais pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de manières de... Il y a deux coups, enfin il y a pas 50 stratégies, c'est ça que j'ai l'impression. Oui, t'es Empire versus Rébellion et pour l'instant effectivement le jeu, mais t'as quand même un espace de choix qui est assez bon. Oui, mais en tout cas je m'amuse pas autant, tu vois, je te le réclame pas celui-là. Oui, moi j'aime bien. Alors une preuve aussi qui demande beaucoup de réflexion, c'est que je perds énormément un jeu. T'as gagné combien de fois sur toutes tes parties? Non, j'ai. Une fois? Non, 20%, je crois. J'ai à 20%, ce qui n'est pas beaucoup. Oui, donc. 15 peut-être. Oui, statistiquement, à 2, on doit avoir 50-50 de chance. Donc il y a une façon de jouer. Alors, on dit que la rébellion est plus forte. C'était d'ailleurs le cas, je crois que c'est Eric qui a fait énormément de parties, que tu ne connais pas, qui a fait énormément de parties Star Realms, qui disait que la couleur jaune était la plus forte parce qu'elle faisait défausser les cartes. Dès qu'on commence à rentrer dans un cycle où on fait défausser systématiquement l'adversaire il est foutu, quoi. Oui. La rébellion est donnée comme étant plus forte, peut-être à cause de ça. En ce qui me concerne, j'ai pas joué suffisamment pour l'affirmer, et surtout quand je joue la rébellion, je me vautre aussi. Donc, Oui, non, après, en fonction de la sortie de carte, si tu peux pas tuer Han Solo, ça apparemment c'est trop fort. Enfin, comme dans le film. Hein. Toi, si tu devais en garder qu'un, alors je crois que j'ai la réponse. Alors sans spoiler, Go Power Rangers, même s'il est taillé, même s'il n'y a pas d'équilibrage, même si. C'est à vérifier. Hein, non, mais je parle même. Oui. Non, on n'est pas en train de dire que on a fait, sur le peu de parties qu'on a fait, on s'est dit putain, il y en a qui sont vraiment plus faciles à jouer. Oui, le Power Rangers Rose, il est très fort. Et il y en a un, Rita Revulso, il est très nul. Non, c'est Rito Revulso. Non, parce que t'as Rita Revulsa, non, t'as Rita Revulsa et Rito Revulso. Ils sont frères et sœurs, je crois. Oui, c'est ça. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que c'est le jeu où je m'amuse le plus en vrai. Oui.
au-delà de la licence, tu vois, j'ai l'impression de vraiment dire ah, tiens, faut que je fasse ça, faut que je deslote ça parce que j'en ai besoin, l'item signature, faut que je m'en serve. Ah, mais il est fort, enfin bref, je sais pas. Ouais, je comprends. Je suis non, dedans, il est fun, il a des très bons mécanismes, hein, c'est sûr. Et toi, alors apparemment c'est moins bien d'après le BG, mais on peut y jouer 2 contre 2, 1 contre 2. On peut s'amuser à faire des trucs un peu drôles, quoi. Oui, j'ai d'autres trucs. À 4, je pense que j'aurais pas envie de faire un Power Ranger. Et surtout que ça va être plus long. Et tout. Oui, non, mais... C'est la bonne durée là. Oui, là, ça dure 20-30 minutes. Je crois que le plus long, c'est la première, ça dure 45 minutes. Mais, ouais. Et toi, tu voudrais garder lequel? Alors moi, j'hésite. Je les ai tous. Et tous les jeux qu'on a présentés sont à moi. Et ça va dépendre des circonstances. Mais naturellement, bizarrement, je dirais Shards of Infinity. Et pourquoi celui-là? Parce que c'est le canonique de l'effet de course, où j'ai le plaisir d'une partie qui va durer vraiment 15-20 minutes, vraiment en mode quasiment automatique, là où j'ai beaucoup plus de réflexion sur Star Wars, et qui va me provoquer ce sentiment d'addiction. J'enchaîne pas, je peux pas enchaîner des parties Star Wars comme j'enchaîne du Shards of Infinity, et je vais préférer Shards à Star Realms pour cet aspect de maîtrise et de double condition de victoire qui propulse dans une autre dimension d'intérêt pour moi. D'accord, parce que moi celui-là, comme je dis, je trouve un peu... je trouve qu'il est juste réjouissant. Voilà, c'est l'image que j'ai que doit être le deck building, c'est-à-dire le jeu facile, rapide, no-brainer, je m'amuse, j'ai envie de refaire. Voilà. Les autres, comme Power Rangers. Je peux aimer les autres. Power Rangers, j'ai beaucoup envie d'y jouer en ce moment parce que j'ai envie de creuser. Ouais. Star Wars, c'est vrai qu'il sort un peu moins, mais parce qu'ils sont son côté plus réfléchi. Mais clairement, Shards est le bon équilibre. Ouais, et après moi, en numéro 2, si je devais garder un jeu, c'est Valley of the Kings. Celui-là, j'aime beaucoup en ce moment. Ouais, Valley of the Kings est vraiment chouette. Et Valley of the Kings... Parce que c'est celui qui peut jouer à 3. Il joue mieux à 3. Et il est plus familial par son thème, en fait. Mais non, moi je trouve pas du tout familial, je le trouve beaucoup plus technique. Oui, mais si tu veux, c'est pas je te fais des points de dégâts et je te tue, c'est pas un jeu qui est fondé sur l'agressivité, en fait. Oui, c'est ça que tous les autres qu'on a présentés sont sur le meurtre. Oui. Je dois te tuer. Ouais, parce que t'es méchant. Voilà, ou je suis gentil. Voilà. Bon, voilà, donc ça conclut notre top des deck building. Pas du tout. Oui, on a dit que c'était pas un top, mais c'est pour ça que j'ai fait les guillemets. Ouais. J'ai fait les guillemets. Notre présentation des deck building. Quels sont les deck building qu'on a ratés qui, d'après vous, sont essentiels? Alors, à Rivière de Cartes. À Rivière de Cartes, on ne parle pas de Path of Light and Shadow, il y a Fall of Lumen aussi qui sort là. Je connais pas celui-là. Il y a plein de jeux. On parle pas de Eldorado, on parle pas des jeux des deck building combinés à quelque chose d'autre. Ça pourrait être une autre émission si vous le voulez. Si vous insistez fort et que faites une révolution. Et n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Et toujours les partages, alors on a vu qu'il y a eu un peu plus de partages sur les dernières vidéos, et ça marche bien, donc continuez. Et n'hésitez pas à vous désabonner des autres. Voilà, toujours, parce que je vois que les autres augmentent, donc il y a un problème. Plus que nous, il y a un problème. C'est soit ils sont meilleurs, soit on est moins bons. Non, soit on les envoie là-bas et du coup ils s'abonnent. Oui, c'est peut-être ça l'erreur. Vous abonnez, si vous êtes déjà abonné, si vous n'êtes pas abonné, que vous appuyez sur le bouton, ça vous abonne. Hein. Ok, ciao. Que la liberté est douce après 10 000 ans de captivité. Je vais enfin pouvoir conquérir la Terre. Alpha, Rita s'est échappé. Pour lutter contre elle, il nous faut des jeunes courageux et forts. On n'a pas dit quel épisode c'était? Ah non, on n'a pas décidé. J'étais en train de chercher et j'ai rien trouvé.
52 parce qu'il y a 52 cartes dans un paquet de cartes. Mais on n'a pas déjà pris 52 ? Je crois pas. Il faudra d'ailleurs qu'on rajoute que c'était l'épisode 27, on n'a pas mis dans le titre. Ah oui, ça je l'ai pas mis. 50... Ça c'est 24. 81. Et 50. 52, c'est pas prêt. Pas. À moins qu'on ait annoncé un truc dans un autre épisode. Tu veux que je regarde sur ton ordinateur, il est ouvert ? Normalement, ouais. Tiens, tu peux éteindre l'enregistrement du coup ? Il faudrait éteindre l'eau aussi.